けたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんなにないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの銀色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど Hide why きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sendo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis enfin de retour. Oui je sais, c'est pas trop tôt. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que là, je ne reviens pas pour n'importe quel sujet. Car je reviens avec l'épisode 2 de Qui est le GOAT. Le premier épisode, à la base j'avais pas prévu d'en faire une série, mais à la base c'était sur le Qui est le GOAT, toutes catégories confondues. Mais cette série sera en fait consacrée à qui est le GOAT de chaque catégorie. Et aujourd'hui, je m'intéresserai à la catégorie des light heavyweight ou des mi-lourds en bon français. Pourquoi je veux m'intéresser à cette catégorie? Ben, tout simplement parce que, et ce sera le cas sur les autres épisodes, au jour où je tourne cette vidéo, sur ces dernières semaines, il y a eu énormément de mouvements dans cette catégorie et l'on commence à voir émerger deux véritables légendes de la KT. Et donc je me suis demandé qui sont les 10 plus grands boxeurs de cette catégorie. Je me suis posé, j'ai fait quelques recherches, ce qui donne ce top 10. Alors je préviens un peu, je vais pas faire de mention honorable, mais je vais un peu prévenir, ce sera assez old school, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'énormes figures que absolument tout le monde connaît. Et c'est là que ce sera d'autant plus intéressant parce que j'espère vraiment vous faire découvrir d'immenses boxeurs trop oubliés aujourd'hui, ou sinon de vous inviter à redécouvrir leur carrière sous un angle différent. Bon, voilà, j'en ai fini sur l'introduction, donc on commence directement avec le numéro 10. Et le numéro 10 débute avec un certain Matthew Saad Muhammad. Boxeur dont j'entends très peu parler aujourd'hui. Un boxeur qui a eu sa carrière principalement à la fin des années 70 et au tout début des années 80 et qui a été ce que l'on peut qualifier de terreur dans cette catégorie des light heavyweight. Donc, il commence sa carrière en 1974. Il enchaîne 5 ans, pardon. 5 ans sur lesquels il enchaîne 22 victoires pour 3 défaites et 2 matchs nuls. Mais, sur ces 3 défaites, il y en a quand même, déjà il y en a 2 qui sont par split decision et majority decision, donc des combats quand même extrêmement serrés. Et notamment une face à un certain Eddie Mustafa Muhammad, dont on en parlera un petit peu plus tard. Et bon, donc et bien sûr, ce run, c'est pas face à n'importe qui, hein. Il affronte et bat notamment Marvin Johnson et Yaki, Lopez, si je me souviens bien, qui sont des boxeurs dont on reparlera dans ce chapitre-là. Donc, et ça et ce run, pour simplifier et éviter d'être trop brouillon, c'était vraiment face à d'excellentissimes boxeurs qu'il a battus et la plupart du temps par KO. Mais c'était pas des KO, en fait, comment dire? En fait, Mathieu Hassan Mohamed, c'était pas forcément le plus fin technicien, c'était pas un énorme puncher, mais par contre, c'était un mec avec une caisse incroyable, une très grosse puissance de frappe,
C'est c'est pas un puncher, mais c'était un mec extrêmement puissant, très solide physiquement et surtout avec un menton, en granit. Il encaissait de ces power shots, mais qui vous décapiteraient, au premier coup, quoi, et lui, il t'encaissait ça pendant, 6-10, 12 rounds, quoi, et donc et compensé avec ce menton en granit et tous les arguments que je vous ai fait, enfin, et toutes les qualités que je vous ai mentionnées avant, forcément, au bout d'un moment, ses adversaires, ils pouvaient que craquer. Donc et c'est ce qui est arrivé la majorité du temps et il obtient son premier title shot face à Marvin Johnson, qu'il avait déjà battu quelques temps auparavant. C'était la seule défaite de Marvin Johnson à ce moment-là. Marvin Johnson qui avait la ceinture WBC et ce combat, 8 rounds complètement, ouais, complètement taré, où, ben, la guerre à la Mathieu Mohamed, des guerres, du power shot, de l'échange à toi, à moi et comme au premier combat, ben, c'est Marvin Johnson qui finit par craquer au 8e round sur un KO qui fait extrêmement mal et ce combat résume ce que sera le règne de Mathieu Mohamed, qui en termes de temps ne sera pas extrêmement long, ce sera de milieu 79 à début 82 si je me souviens bien, enfin fin 80, début 82, mais il enchaîne dans cette période de temps, mine de rien assez courte, 8 défenses de titre face au top de la catégorie et je vais pas vous citer tous les noms parce que, en fait, c'est aussi un des problèmes avec, Mathieu Mohamed, c'est que c'était pas la grande période des mi-lourds, en fait. Les mi-lourds, il y a eu une période continue où le niveau était extrêmement relevé, mais à la fin d'une figure, le niveau va clairement baisser et ben, le bas niveau, disons, va continuer, ben, jusqu'à aujourd'hui, mine de rien. Parce que les enfin, là, je digresse complètement, mais enfin, depuis voilà, depuis la période dont je reparlerai plus tard, le niveau, enfin, c'est pas les light heavyweight n'ont pas été une catégorie, pancarde, enfin, merde, pancarte, pardon, si on peut dire. C'est pas la catégorie qu'on met en avant en premier. Enfin bref, pour, en revenir à Mathieu Mohamed, il affronte le top de la catégorie et il te fait que des guerres, notamment le combat de l'année 1980 face à Yaki Lopez qui est un combat indescriptible et je pèse mes mots. C'est un des plus grands combats de l'histoire de cette catégorie, dont Mohamed sortira vainqueur au 14e round à la Mathieu Mohamed, voilà, pour dire et voilà et après il enchaînera encore, 2 ou 3 défenses de titre jusqu'à tomber sur un certain Dwight Mohamed Kwawi, qui est aussi un boxeur de légende et encore une fois une guerre, qui durera 11 rounds, sauf que, ben, sûrement usé par le nombre, enfin si calculable, mais sûrement usé par, toutes les guerres qu'il a entrepris. Cette fois, ben, c'est Mohamed qui, le menton, il lâche et il finit KO au 11e round, mais une perte de titre qui a vraiment, vraiment de la gueule. Bon et après, comme on voit trop souvent de nombreux boxeurs, surtout à cette époque, qui plongent au fin fond des enfers et qui finissent par perdre, ben, face à des seconds couteaux et des fins de carrière, très tristes et malheureusement Mohamed fait partie de cette catégorie. Mais en attendant, un règne et un run avant d'arriver sur le titre complètement fou face à d'excellentissimes boxeurs et que des enfin, peut-être pas des classic fights, mais que des guerres absolues qui méritent d'être revues à la hausse. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur, Massieu Saad Mohamed et j'enchaîne immédiatement avec le numéro 9 qui est Virgil Hill. Donc, sûrement un boxeur qui est déjà plus connu, car plus contemporain et ben,
qui a affronté des noms et qui, ben, surtout, fait partie de cette génération dorée de 1984, la génération des JO, peut-être la meilleure génération, olympique américaine de l'histoire. Il y a débat avec, notamment celle de 1976, mais cette génération-là aura fait le parcours quasi parfait aux Jeux olympiques et chez les amateurs et toute l'équipe aura fait un immense parcours chez les professionnels et ils, notamment dans cette catégorie des light heavyweight. Alors en soi, j'ai pas beaucoup de combats marquants à mettre, enfin sur ce nom et c'est notamment ça le problème et c'est notamment pour ça qu'il finit aussi bas, c'est qu'il a manqué les grands noms. Il a eu 2 grands règnes dans cette catégorie, 2 règnes WBA, un qui a commencé en 87 si je me souviens bien, où il enchaîne 10 défenses de titre, puis il le perd face à un certain Thomas Hearns, puis il le récupère, 1 an après, 1 ou 2 ans après et où il enchaîne une nouvelle fois 9 défenses de titre avant de pouvoir unifier avec le titre IBF. Puis il perd face à Michael Szczęsny, le polonais, enfin l'allemand d'origine polonaise, il me semble, ou quelque chose comme ça. Michael Szczęsny, l'européen, où c'est un combat d'unification, WBA, IBF et WBO. Mais sauf que c'est Michael Szczęsny qui sort vainqueur de ce combat-là. Et après ça, il subira ce KO iconique face à Roy Jones. Puis il changera de catégorie pour aller chez les cruiserweight. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'il a eu 2 règnes très longs, mais enfin, il manque ce grand combat face aux grands noms. Il y a eu un vraiment un combat injustement oublié face à, Cocorico Fabricio, qui a vraiment un magnifique combat, mais Fabricio, faut être honnête, il peut être en discussion pour le Hall of Fame, mais c'est clairement pas un grand nom de cette catégorie des light heavyweight. Il y est resté, trop longtemps malheureusement. Trop longtemps, il y est resté trop peu de temps justement, pardon. Et en dehors de ça, en dehors de Fabrice Tuoso et de ces 2 défaites, ben, enfin aussi, pour le dire, hein, faut quand même lui rendre justice, mais sur ces 3 défaites dans la catégorie, il y en a 2 qui sont à revoir. Michael Zeski, c'est un super combat enfin moi, enfin je crois que je l'ai vu que 2 fois, mais c'est un combat que j'aime beaucoup mais surtout son combat contre Hearns, c'est, et je n'exagère pas, un des plus grands combats de boxe pugilistique. Dans toute l'histoire de la boxe, Thomas Hearns contre Virgil Hill, c'est un des plus grands combats de boxe pugilistique, car tu comprends des choses devant ce combat. Tu comprends comment, tu comprends l'art du jab dans sa totalité. Comment tu fais pour contrôler ton adversaire, tu t comment tu peux t'en servir pour mesurer à distance, comment tu le places pour ensuite enchaîner avec, encore le bras avant ou aller en bras arrière et cetera et cetera. C c'est une démonstration du jab, bon, qui perd face à qui lui-même est un é enfin, pour dire, hein, enfin, Virgil Hill, c'est l'un des meilleurs jabs de l'histoire de la boxe. Il perd face à Thomas Hearns, qui est aussi un des meilleurs jabs de l'histoire de la boxe. Mais voilà, c'est vraiment un combat où tu comprends des choses et c'est pour ça que c'est un des plus grands combats de boxe pugilistique de l'histoire, qu'il faut retenir. Mais en dehors de ces 2 combats, ben, il manque, enfin, ouais, comme je le dis depuis tout à l'heure, depuis quelques minutes, il manque ce grand combat face aux grands noms. Et le problème, bah, enfin, ce qui est dommage, c'est qu'il avait une belle génération de light heavyweight. La fin des années 80, début des années 90, c'était pas une génération dorée, mais c'était vraiment une génération où il aurait pu réellement briller, vraiment. Mais malheureusement, bah, ça n'a pas été le cas. Mais ça n'enlève rien à son parcours, à son très, très grand parcours et c'est pour ça qu'il est, numéro, n mince, pardon, c'est pour ça qu'il est numéro 9 de ce classement et j'enchaîne directement, sans transition, avec le numéro, 8 qui est Michael Spinks. Michael Spinks,
qu'on connaît surtout chez les heavyweight pour ses combats contre Larry Holmes, qui sont des vols. J'en ai rien à foutre, Larry Holmes gagne les 2. Et bon, sur son KO, sur ce qui est reconnu, même si je suis pas tout à fait d'accord sur ce qui est reconnu pour l'apogée, sur le point le plus haut de Mike Tyson. Mais bah, s'il est arrivé jusque-là, bah, c'est avant tout, bah, pour son parcours chez les light heavyweight, où il fait tout simplement le parcours parfait. Voilà, il a jamais perdu un seul combat dans cette catégorie et ben, il a affronté ce qui est la dernière, pour moi, la dernière grande génération de light heavyweight, où il y a eu, heu, Saad Mohammad, mais même s'il n'a pas combattu, mais voilà, c'était lui la génération où il y avait Dwight Mohamed Kawi qui l'a affronté et battu dans un combat très serré. Voilà, je vais pas développer, mais c'est vraiment un combat très serré. Face à Eddie Mustafa Mohamed qui a un super combat où il prend le titre des light heavyweight. Mais à part ça, il a eu ces deux grands combats face à ces 2 grands adversaires. Il a unifié totalement, la catégorie et c'est le dernier en date, hein, parce que oui, Roy Jones a eu quasiment toutes les ceintures, mais c'est pas un undisputed, je suis désolé de le dire. Il a manqué la WBO, mine de rien. Oui, c'est celui qui se rapproche le plus du linéal. Je développerai plus tard, évidemment, parce que Roy Jones il est dans ce classement, évidemment. Je développerai plus tard là-dessus, mais voilà. Michael Spinks, c'est le vrai dernier undisputed de la catégorie. Mais un peu comme, pour Virgil Hill, je trouve qu'il manque ce combat de légende. Là où Mathieu Hassan Mohamed a son combat enfin, a son combat contre, enfin son premier combat qui était pas pour un titre mondial, mais a son premier combat contre, Marvin Johnson, a son deuxième combat contre Yaki Lopez et a son combat contre Dwight Mohamed Kawi. Il est, Spinks, ils ont les en termes d'accomplissement, je trouve qu'ils sont au-dessus, voilà, parce qu'ils sont au-dessus de Mohamed, mais je trouve qu'il manque vraiment ce combat légendaire face aux grands, grands noms. Et c'est pour ça, ben, qu'il est simplement 8e. Et aussi, je trouve que sur ces 2-là, parce que ce sera le cas sur un autre boxeur que je vais évoquer, mais je trouve qu'il manque l'aura. Je trouve que Spinks et Hill, ils ont pas, l'aura, «Ah ouais, c'est sûr, eux, ils font partie des plus grands». Il y a, en fait, il y a le raisonnement de: «Oui, c'est sûr, ils font partie des plus grands», mais c'est pas une aura, quoi, pour moi. C'est vraiment pas une aura de grand. Et c'est pour ça, ben, qu'ils sont seulement sur les bas de ce classement. Donc, Michael Spinks était numéro 8 et enchaînons avec le numéro 7 qui est Bernard Hopkins. Donc, là, je prends vraiment un boxeur extrêmement récent parce que putain, j'allais dire Michael Spinks. Bernard Hopkins, sa période chez les mi-lourds, c'était il y a, tout juste 10 ans. Enfin, il a commencé enfin, OK, là, je vais un peu mieux organiser. Donc Bernard Hopkins, bien entendu, il y a toute sa période chez les middleweight qui est, ben, il fait partie aussi des GOAT des middleweight, ça c'est sûr. Il monte chez les light heavyweight en 2006 où il prend d'emblée, sans aucun filtre, sans combat, de préparation ni rien. Non, non, il te prend Antonio Tarver, qui est le numéro 1 incontestable de la catégorie, qui je crois a le titre linéal. Bon, en même temps, c'est normal parce que justement, il sort de sa trilogie qui est quand même une magnifique trilogie face à Roy Jones et il sort de ces 2 superbes combats face à, pardon, face à Glenn Johnson qui lui aussi était le top de la catégorie à ce moment-là. Donc Hopkins, il te prend Tarver et il te le school, voilà. Une pure leçon de boxe, une démonstration. Tarver, il ne peut rien faire et Bernard Hopkins, il entre directement dans la catégorie en prenant le meilleur au moment des faits. Et bah, il en fait, il en fait son jouet. Oui, cette phrase n'est pas à sortir de son contexte, bien évidemment. Et donc il prend alors, Tarver n'avait plus de véritable ceinture,
enfin pas de titre officiel. Il avait pas la WBC, la WBA, et cetera. Mais il avait la ceinture Ring Magazine et le titre linéal évidemment, étant donné qu'il avait battu Roy Jones. Et donc Hopkins prend ces deux titres plus officieux, mais qui ont au sens de bien des enfin, au sens des passionnés, ont bien plus de valeur que toutes les autres ceintures. Et donc il le prend, il défend ses 2 ceintures, enfin ses 2 titres plutôt, face à Ronald Winky Wright, qui certes n'est pas un light heavyweight, il vient des super welterweight et déjà en middleweight c'était un petit peu gros pour lui, mais en light heavyweight certes il est clairement pas hors de poids, mais sauf que déjà, pour ce qu'il est, enfin pour ce que Wright est en light heavyweight, il te fait un excellentissime combat. Et surtout, et surtout, Hopkins, il te le prend au sérieux. Il te le prend véritablement au sérieux. Autant, face à Tarver, il pouvait, avoir quelques moments, pas trop sérieux, enfin, où il nargue vraiment. Là, aucun moment. Hopkins, il est 100 serious business et mine de rien, Wright prend quelques rounds, ce qui est quand même une perf. Mais il y a rien à dire, Hopkins gagne et il s'instaure vraiment comme, un grand nom de la KT. Ensuite, il perd le titre linéal face à un boxeur que je surkiffe et qui est trop oublié, face à Joe Calzaghe et on oublie ce combat. Mais, alors, j'avais envie de le défendre, mais je pense que enfin, voilà, c'est quand même un combat très important pour la carrière des 2. Combat très serré. Hopkins c'est pas du tout ridicule. Il envoie, Calzaghe sur le cul au premier round, sur un sublime 1-2. Après, il y a Calzaghe, c'est le volume de boxe, c'est la technique et surtout sur le volume parce que Hopkins évidemment c'est la technique, hein, c'est une des bibles de la boxe évidemment, mais au volume, Calzaghe le prend mais sur un combat vraiment serré où Hopkins, il est là quoi, il est vraiment là et il est excellent tout simplement et ben, évidemment Hopkins après ce combat-là, on pose la question, ben, de la fin de carrière. Là, quand même sur les 3 dernières années, il est à, 3-2, donc 3 défaites, 2 victoires. Il y a vraiment des questions à se poser. Mais sauf que lui, il arrête pas, il veut pas arrêter et immédiatement, enfin pas immédiatement en termes de temps, mais en termes de combat, immédiatement après cette défaite contre Kazagi, il te prend la terreur des middleweight, Kelly Pavlik et il te sort une des plus grosses démonstrations de l'histoire de la boxe et je ne déconne pas. Il te sort une démonstration, implacable, j'ai envie de dire. Véritablement implacable. Kelly Pavlik, qui est excellent, hein, il ne peut rien faire, il est pas dans sa catégorie et Bernard Hopkins, voilà, il te le school. Après après ça, 2 victoires, hem, non, 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 là on valide pas, on valide clairement pas. Face à un nobody dont j'ai même oublié le nom, qui croit pas une seule seconde et qui fait ses 12 rounds simplement. Et face à Roy Jones, c'est épouvantable. Vraiment, ce combat est épouvantable, il faut pas le voir. Si vous l'avez pas vu, c'est tant mieux pour vous, parce que ce combat est atroce. Mais après ces 2 combats, nuls, faut le dire, faut le dire, il sort 2 combats, mais moi que j'adore ces 2 combats, face à Jean Pascal, qui à ce moment-là, était le nouveau patron de la catégorie. Le premier combat est incroyable, tout simplement. Hopkins qui va 2 fois au sol, dans les 4 premiers rounds, puis qui te fait la remontada fantastique. Alors c'est pas le même, c'est pas un aussi grand combat, mais c'est grosso merdo, Pacquiao Marquez 1 quoi. C'est, Marquez qui va plusieurs fois au tapis au tout début du combat, mais qui te fait une remontée fantastique et qui, t'accroche une décision controversée. Hopkins te fait la même chose, sauf que pour moi, il te gagne le combat et vraiment, il te gagne clairement le combat. Jean Pascal, évidemment, il y a les 2 knockdowns qui pèsent lourd dans la balance. Mais tu ces 2 knockdowns,
il gagne 2 rounds à tout péter. Vraiment, il gagne, en co donc pour moi sur ma scorecard, j'ai le deuxième. Heu, non, pardon, je là, je bien évidemment, je vous parle de mémoire. Donc c'est le premier et le troisième round où il l'envoie au tapis, donc 2-18. Mais après ça, ben, je suis désolé, il y a juste le huitième où il arrive à le prendre. Mais après ça, Hopkins, il te fait, pas une démonstration, parce que Jean-Pascal est toujours là, mais il te le boxe et il te le boxe clairement et pour moi, ce combat, bon, je comprends le match nul, mais pour moi, c'est clairement une victoire de Hopkins. Et lui aussi, il le sait, parce qu'à la revanche, là, il te sort la démonstration. Et là, gros respect à Pascal, mais je comprends, enfin, ça fait partie de ces combats où je ne comprends pas que Pascal n'ait pas été arrêté, quoi. Parce que les championship rounds, faut pas, en fait. Il aurait pas fallu qu'il prenne autant de coups. Certes, Hopkins, c'était pas un puncher, mais c'était un mec précis et qui aimait faire mal. Quand il voulait faire mal, il aimait faire mal et il savait comment faire mal. Et dans les championship rounds, pour moi, c'est vraiment de trop et Pascal aurait dû être arrêté. Mais voilà. Et surtout, avec ce combat, Hopkins devient le plus vieux champion du monde de toute l'histoire de la boxe, même devant George Foreman. Et après ça, bon, arrive Chad Dawson qui vient foutre sa merde. Chad Dawson, dans 2 combats, bon, le premier 2 rounds, pas terrible, qui se termine en no contest, ouais, quoi. Enfin voilà, premier combat, à évacuer de l'histoire et le deuxième combat, très intéressant techniquement, mais pas très excitant, vraiment pas excitant. Et donc Hopkins, ben, perd sa ceinture légitimement et il perd ce titre, bon, j'ai oublié de préciser, mais c'était pour la ceinture WBC. Mais après ça, ben, Hopkins, il a pas envie d'arrêter, vraiment, il veut pas arrêter. Il te prend Tavoris Cloud, qui était un champion respecté, hein. C'est pas un grand boxeur, hein, il est pas à mettre dans un top 50 des light heavyweight, mais c'était un boxeur respectable qui s'était établi avec son titre IBF. Et ben, Hopkins, encore une fois, la démonstration. Il te reprend la ceinture IBF. Il y a le combat contre Karo Murat voilà, Karo Murat, c'est plus un nobody qu'autre chose, mais il y croit. Et moi j'aime beaucoup ce combat, j'ai beaucoup d'affection pour ce combat parce que ben Murat y croit et ben Hopkins fait du Hopkins. Et c'est vraiment un combat très, très, très plaisant à regarder que je vous invite à aller revoir. Puis Choumenov, où il réunifie 2 ceintures. Puis il te prend la terreur, Sergey Kovalev, et il te fait, l'opposition la plus serrée de Kovalev, enfin non, la plus disputée plutôt, l'opposition la plus disputée à Kovalev qu'il ait eu à ce moment-là, clairement. Et qu'il aura, enfin l'opposition la plus disputée qu'il aura avant son deuxième, même pas son premier, son deuxième combat contre André Ward, c'était clairement le meilleur combat enfin la plus grande le meilleur adversaire, celui qui a donné le meilleur combat à Kovalev, voilà. Bon, désolé de ce moment de flottance, enfin de flottement plutôt. Putain, je suis terrible. Bref, mais clairement, il donne le meilleur combat à Kovalev, l'opposition la plus serrée à Kovalev qu'on ait vue et c'est même la victoire la plus disputée de Kovalev, hein. Les cartes sont extrêmement larges, mais bon, déjà, je comprends qu'on puisse donner ces cartes, mais moi je donne quand même 2-3 rounds à Hopkins et c'est quand même du premier au 12e round, c'est disputé. Mine de rien, dominé par Kovalev, mais très disputé mine de rien, quand même. Et donc pour toutes ces raisons, et j'essaie de bon, et volontairement, j'écarte son combat contre Joe Smith Jr. Qui fait mal, voilà. Même si on n'est pas fan d'Hopkins, il fait quand ce combat fait mal. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur Bernard Hopkins. Et donc là, je repars extrêmement loin en arrière pour aller sur un certain Bob Foster. Bob Foster qui est un boxeur, complètement oublié aujourd'hui, malheureusement, alors que, bah, il était incroyable. L je vais enfin oui, donc Bob Foster, ça a été
la terreur absolue des light heavyweight dans dans les années 60 et les années 70. Alors si et puis, alors avant de me replonger dans sa carrière, je vous invite sincèrement à aller voir, et aller lire le texte de Antoine de 130livres.com. Je vous mettrai le lien dans la description de de ce qu'il a de son écrit sur, Bob Foster. Parce que, ben, déjà, Antoine de 130 livres, big up, il est génial. Déjà, ce mec est incroyable et bah, il vous replonge extrêmement bien, sur ce qu'a été Bob Foster dans les années 60-70. C'est-à-dire la terreur absolue, vraiment. C'est un des alors là, je le mets 6e et je pense que quoique non, je vais, non, non, non. J'allais dire, je crois que je le mettrais plus haut si on mettait uniquement les capacités pugilistiques. Non, je pense que je le mettrais à peu près pareil. Voilà. Mais Bob Foster, c'est un des plus grands punchers de l'histoire de la boxe, toutes catégories confondues. Voilà, il est dans le top qu'avait sorti Ring Magazine il y a quelques temps maintenant, il y a quelques années, il était quand même, assez haut, je crois qu'il était dans le top 30. Top 30 punchers sur toute une histoire de la boxe, c'est excellent. Enfin non, top 40 pardon, je crois qu'il était 36e ou 37e, quelque chose dans le genre. Donc c'est un des plus grands punchers de l'histoire de la boxe et l'un des meilleurs bras-avants. Son bras-avant était, il maîtrisait comme quasiment personne l'a fait, l'art du bras-avant. Donc, donc l'art du jab, bien évidemment, mais surtout l'art, mais magnifique, que je surkiffe, du check hook, du crochet gauche. Son crochet gauche, c'est un des 5 meilleurs crochets gauche de l'histoire de la boxe et je ne déconne pas. Et donc, il terrorise tout le monde pendant des années et des années dans les années 60, la catégorie des light heavyweight, sauf qu'on veut pas lui donner le title shot. Il finit par l'avoir face à un mec, voilà, faut que quelqu'un fasse une vidéo sur ce mec, face à Dick Tiger. Dick Tiger, c'est un des plus grands boxeurs de l'histoire. Il est à mettre dans un top 50 des plus grands boxeurs de l'histoire. Je vais pas vous faire sa fiche ici, c'est pas le sujet, mais Dick Tiger, il est, c'est indescriptible, tout simplement. C'est un boxeur indescriptible et donc Foster, il vient vers lui, Dick Tiger règne en maître sur la KT, pas depuis très longtemps, mais il règne en maître. Il te l'exécute en 4 rounds. Il t'exécute un des meilleurs boxeurs de l'histoire en 4 rounds. Oui, Tiger venait des middleweights, mais quand même, en light heavyweight, c'était pas n'importe quoi. Foster, il te l'a trucidé. C'est quand même, très impressionnant et après alors là, pour justifier le choix, c'est vrai que c'est très personnel ce que je vais dire, mais il y a eu le problème que j'ai énoncé avec Michael Spinks et Virgil Hill. C'est le problème de l'adversité, car ça a été la première période creuse des light heavyweight où il y avait pas grand monde. Il y avait Dick Tiger, mais à part ça, il y avait enfin, je suis incapable, personnellement, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire, mais personnellement, je suis incapable de vous ressortir les noms, qu'il a affrontés à ce moment-là, durant tout le règne qu'il a eu, de la fin des années 60 jusqu'en 1973, il me semble, de mémoire et voilà, mais il trucidait tout le monde à ce moment-là. Littéralement, personne ne pouvait lui résister chez les light heavyweight et face à une adversité moindre, mais ce qui me fait le placer, si haut, c'est que, Heu, pour moi, même si c'est très personnel, hein, mais heu, à mon sens, il a une aura auprès de moi et auprès de beaucoup d'historiens de boxe. Il a une aura, qui dépasse voilà, qui dépasse, ceux que j'ai énoncés avant. Il a vraiment une aura que j'ai presque envie de dire indescriptible. C'est, voilà, j'aime beaucoup ce mot indescriptible d'ailleurs, c'est assez amusant. Mais voilà, Bob Foster, il a vraiment cette aura il aurait été dans une autre génération, on parlerait bien plus de lui. Parce que vraiment, allez voir ses combats, on n'est pas loin du boxeur parfait à 175 livres. Ça a pas été la même chose chez les heavyweight,
parce qu'il montera plusieurs fois en heavyweight, il affrontera, notamment, Joe Frazier et Muhammad Ali et bon, même s'il se fera démonter par eux, c'est sûr, mais chez light heavyweight, faut chercher pour trouver quelqu'un qui l'aurait battu, hein. On le mettrait aujourd'hui, hein, il y aurait totalement match avec Beterbiev, hein. Voilà, faut le dire, sur le papier, pour moi, Bob Foster Beterbiev, c'est du 50-50 fight et je déconne pas, je dis ça, c'est fait. Je pense sincèrement que c'est factuel. Tu mets aujourd'hui, enfin, voilà, je digresse, mais voilà, pour dire, Bob Foster, pourquoi je le mets aussi haut? Parce qu'il a l'aura, il a battu un des meilleurs de tous les temps. Il lui manque la très grande victoire, en fait. Donc voilà, c'est fini pour Bob Foster et je vous mets bien maintenant, je vous mets le numéro 5 et je pense que il va peut-être y avoir débat, mais c'est lui. Roy Jones Jr. Évidemment, je me devais de le mettre dans ce classement. Mais pourquoi je le mets que 5e, ce qui est déjà une excellente place, hein? Et ben, en fait, pour les mêmes raisons que Bob Foster. Je vais pas bien développer sur Roy Jones, parce que c'est grosso sommaire en fait, alors c'est pas du tout les mêmes styles, mais en termes de carrière, c'est un peu la même chose que Bob Foster. La seule différence, c'est que Roy Jones, évidemment, aujourd'hui, on en parle parce que c'est un des boxeurs les plus iconiques de l'histoire de la boxe, tout simplement. Et ben, chez les light heavyweight, unification quasi totale. Il est même allé chercher les minuscules ceintures le fin fond des tiroirs des ceintures de, qui ne veulent rien dire. La seule qui lui a manqué, c'est la WBO. Et après le problème, comme pour les Bob Foster, comme pour les Virgil Hill, comme pour les Michael Spinks, il lui a manqué cet adversaire de légende. Bien sûr, il a eu Virgil Hill qui est dans ce top 10. C'est pour ça qu'il est au-dessus de Bob Foster, clairement. Il y a eu Lou Delval, il y a eu, Reggie Johnson, mais c'est pas des boxeurs dont on a parlé et puis aussi, je pense surtout à Reggie Johnson, c'était pas un light heavyweight. Reggie Johnson, c'était un middleweight naturel et donc certes, il les a battus, indéniablement, il prend quasiment tous les rounds à chaque fois, mais il y a pas je trouve qu'il y a pas eu de réel statement, imposant dans l'histoire de la KT. C'est pour ça que je le mets seulement 5e, ce qui est déjà une extraordinaire place pour une catégorie comme celle-là. Et donc j'enchaîne avec le numéro 4 et là vous allez, et là moi je vais kiffer. Là, moi je vais kiffer parce que là, je vais parler de ce que je qualifierais des vraies affaires. Le numéro 4, c'est Gin Toney. Là, je repars extrêmement loin en arrière, mais Gin Toney, comment parler de cet homme? Cet homme est mythique, tout simplement. Alors je pense que là aussi, je vais pas m'attarder très longtemps, mais Gin Toney, sa catégorie optimale, même s'il a fait un parcours extraordinaire chez les heavyweight, pardon. Sa catégorie, optimale, c'était light heavyweight et il t'a battu tout le monde dans ce qui est la deuxième meilleure génération de l'histoire de la KT, tout simplement. La génération des années 20, c'est la deuxième meilleure, de l'histoire avec, l'autre période que j'évoquerai après. Mais la période des années 20, il t'a battu tout le monde. Il t'a battu Harry Greb, il t'a battu Tommy Gibbons par KO, en mettant fin à sa carrière et Gibbons, j'en parlerai, à la place suivante. Tommy Gibbons, il est enfin, c'était un monstre absolu. Il t'a battu Georges Carpentier par KO dans un combat incroyable. Il t'a battu Patlin Lewinsky et il t'a battu, voilà, tout le reste de cette génération dorée des light heavyweight. De En avance sur son temps, mais et les superlatifs ne manquent pas pour parler de cet homme, qui était tout simplement, incroyable. Voilà, donc voilà. Personnellement, je n'ai pas grand chose à rajouter, de plus sur Gin Toney. Allez
allez vous renseigner, allez voir, des vidéos de mecs plus qualifiés que moi sur ce sujet-là. Mais Gin oui, incontestablement, va y avoir débat avec le numéro 3, mais pour moi, cette place, il la mérite amplement et voilà. Voilà, tout simplement. Enfin, cette place, il la mérite totalement, quoi qu'il arrive. Désolé, je suis méga brouillon. Voilà. Et voilà, j'en ai fini sur Gin et on commence et là, on arrive au top 3 et ce boxeur, je vous en ai déjà parlé, c'est Harry Greb. Voilà, vous le savez, pour moi, Harry Greb, c'est le GOAT et ça le restera pour l'éternité. Principalement, enfin, il y a sa carrière en middleweight, mais il y a aussi sa carrière en light heavyweight. Alors, pourquoi je la pour pourquoi je le mets au-dessus de Gin Toney? Parce que tu me diras: «Ouais, mais Harry Greb, il a jamais eu le titre des light heavyweight». Voilà, contrairement à Gin Toney. C'est vrai, mais pourquoi? Enfin, mais pourquoi je lui mets si haut s'il a jamais eu le titre? C'est parce qu'il a été évité. Harry Greb, ça a été le cas une bonne partie de sa carrière, personne ne voulait lui donner son title shot. Il a affronté tous les meilleurs, boxeurs de la planète, chez les middleweight et chez les light heavyweight, personne ne voulait lui donner son title shot. Il a affronté les champions régnants, mais il n'y a jamais eu le titre en jeu. Et par exemple, chez les light heavyweight, il a affronté notamment Patrick Levinsky au début, des années 20. Ah non, pardon, en 1917, voilà, pardon, je me suis gouré. En 1917, quand Patrick Levinsky, était le roi incontesté de la KT, Graham, il te l'a battu, mais il te l'a battu clairement, alors que, Levinsky était le champion. Après ça, il lui a jamais donné, sa chance. Entre temps, il y a aussi eu un autre champion dont j'ai oublié le nom, je suis impardonnable sur ce point-là. J'ai oublié le nom, il l'a battu aussi, clairement. Là aussi, il lui a jamais donné sa chance. Notre bon, Frenchie, Georges Carpentier, on lui avait proposé un combat contre Greb. Il l'a jamais voulu. Tommy Loughran, il a affronté, 4 ou 5 fois Greb. Bon déjà, je crois qu'il a 2 victoires sur lui et un match nul. Ou attends, non, je crois qu'il a qu'une seule victoire et un match nul. Cette victoire et un match, nul, Tommy Loughran, non, non, les 4 ou 5 fois, il a perdu à chaque fois, clairement. De ce qu'on en sait. Voilà, parce que pour rappel, Harry Greb, on n'a aucune image, donc tout ce qu'on sait, ce sont des articles, ce sont des descriptifs et cetera. Mais de ce qu'on en sait, il a jamais perdu contre Tommy Loughran, qui est pas un top 10, mais qui a tout à fait sa place dans un top 20, qui a totalement sa place dans un top 20. Et quand, Tommy Loughran avait la ceinture, il lui a jamais donné son title shot non plus. Et il a aussi affronté Maxi Rosenbloom, qui est aussi, enfin et bien sûr Jim Toney, mais je développerai un peu plus, sur le avant, enfin plus tard plutôt, enfin dans quelques minutes. Il a affronté, aussi Maxi Rosenbloom qui lui alors aura la ceinture dans les années 30, mais qui lui aussi, dans les années 30, mais putain, mais qu'est-ce enfin début des années 30, putain, mais qu'est-ce qu'il était incroyable! Il t'a battu tout le monde dans une des meilleures pas la période des années 20, mais aussi une des meilleures périodes des light heavyweight et il t'a battu tout le monde. Il a régné tel un despote sur la catégorie. Harry Greb, il l'a battu incontestablement, je crois même qu'il l'a battu 2 fois, incontestablement dans son ascension et aussi bon et aussi il y a ça il y a ces 5 combats face à Jim Toney qui sont incroyables. Le premier combat mmh, pardon. Le premier combat, heu, 1er combat de l'année de l'histoire. 1922, 1er combat de l'année de l'histoire. Ça te pose le mec et aussi et après ça, il y a eu 4 autres combats, 3 victoires, de Gin Toney et un match nul. Ouais. Alors, il y a 2 victoires qui sont incontestables. Enfin, il y en a une qui est très serrée et l'autre, c'est peut-être la plus dure défaite d'Harry Greb, qui a eu beaucoup de victoires complètement enfin, comment dire? Il a eu beaucoup de victoires qui ne disent pas son nom dans sa carrière.
Je vais pas vous citer tous les noms, tous les combats, mais il y a eu beaucoup de décisions archi contestables avec lui et ben, dans cette, rivalité, il a minimum remporté 3 combats, quoi. Il a remporté le premier, il aurait remporté le 2e, il aurait remporté le quatrième, selon les comptes rendus qu'on a de l'époque. Face à Jim Toney, qui est juste avant. Ça vous pose le mec. Et puis aussi, ce qui f et aussi, enfin, je veux m'attarder un long moment là-dessus, parce que Harry Greb, il a infligé sa première défaite à Tommy Gibbons. À ce moment-là, Tommy Gibbons, c'était le pound for pound king. Il y avait pas de classement en tout cas, il y avait pas de classement à l'époque, Ring Magazine n'existait pas tant encore, je crois que le 3e combat, parce que ce combat-là, c'était le 3e combat. C'est le 3e combat entre Harry Greb et Tommy Gibbons, je crois que c'était en début 1922, je sais même plus si Ring Magazine existait. Je sais, existait déjà à l'époque. Mais en attendant, Tommy Gibbons, le mec régnait comme un alors, ce qui est paradoxal parce que ça a été peut-être le grand roi sans couronne. Le mec, il a jamais eu aucun titre mondial, sauf que de 1915 à 1922, grosso modo, il a terrorisé et il a régné comme un despote sur les middleweight et les light heavyweight qui connaissaient l'une de leurs meilleures périodes. Dans cette période-là, Tommy Gibbons, il te battait tout le monde. Il avait, alors au moment du 3e combat contre Greb, il avait 52 victoires pour 3 matchs nuls. Mais il faut aussi notifier qu'à l'époque, comme la boxe n'était pas encore tout à fait structurée et dans certains États, des États-Unis, des si un combat arrivait au point, on le notait automatiquement un match nul. Et je crois que sur les 3 matchs nuls, qu'il a, je crois qu'il y en a qu'un seul où c'est vraiment une décision, qui a été, nommée nulle, quoi. Le reste, je crois que c'était à cause de cette règle qu'aujourd'hui est un peu bizarre, mais voilà, qui est compréhensible au vu de l'époque. Et voilà, Tommy Gibbons, il te massacrait tout le monde dans dans 2 catégories archi relevées. Donc voilà, peu importe ce qu'on peut me dire, c'était le pound for pound king à l'époque, au-delà de ceux qui avaient en heavyweight. Je crois qu'il y avait Jack Dem non, ah putain, ouais, désolé, j'aurais dû mieux bosser, mais voilà, c'était le pound for pound king de l'époque. Il avait déjà battu par 2 fois Harry Greb et c'était 2 victoires claires, pas comme de nombreuses décisions d'Harry Greb qui sont des victoires, mais qui ne disent pas leur nom. Non, non, là, il t'a battu 2 fois très clairement Greb. Et Greb, il s'est ramené, il t'a dit, voilà, prends ma bière. Il est monté, il t'a fait l'intégrale de Dragon Ball sur 15 rounds. Il y a une tempête qui s'est ramenée juste pour rendre le truc plus épique. Et Greb, il t'a battu Tommy Gibbons pour la première fois de sa carrière. Ce qui est peut-être, enfin, ce qui est à ce moment-là le plus grand, ce qui est peut-être à ce moment-là la plus grande performance de l'histoire de la boxe. Et voilà, Harry Greb, il te sort la plus grande performance de l'histoire de la boxe à ce moment-là, face au Panther Pound King. Voilà, simplement. Et pour conclure sur Harry Greb, ce qui rend tous ces exploits incroyables, d'autant plus incroyables, c'est que, bah, il faisait tout le temps yo-yo entre, middleweight et light heavyweight. Et c'est pas comme aujourd'hui où, ouais, par exemple, un Canelo qui te fait, un combat, pour prendre son année 2019, il te prend Daniel Jacobs chez les middleweight en, mars, il me semble, mars ou mai. Il te prend en mai, en novembre, il te prend Kovalev chez les light heavyweight. Non, non, non. Pour prendre une comparaison, pour dire ce qu'a fait Harry Greb, il t'a fait le combat de l'année 1925 face à Mikey Walker. Donc, pas un petit combat, hein, ni un petit adversaire. Voilà, pour rappel, Mikey Walker, il est dans mon top 10 all time. Donc voilà, il te fait le combat de l'année en middleweight 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, hein. Il t'affronte Maxi Rosenblum chez les mi-lourds. Et à seulement 2 semaines d'intervalle.
C'est comme si, pour reprendre Canelo, c'est comme s'il il te prenait, Triple G, de même pas le Triple G actuel, non, non, il te prend le Triple G de 2012 et 2 semaines plus tard, il te prend Beterbiev. Voilà, c'est à peu près c'est à peu c'est le même ordre de grandeur et un greb, il te le fait et il te faisait ça à chaque fois. Toutes les 2 semaines, il alternait entre, middleweight et heavyweight, il te boxait le top de la caté et la plupart du temps, il gagnait et voilà et c'est pour ça que Harry Greb, oui, Gin Tonney a peut-être eu les titres, mais Harry Greb, pour moi, est au-dessus. Est au-dessus dans l'histoire de la KT et malgré tout ce que je viens de vous raconter, il n'est que troisième. Ça montre bien le standing des 2 premiers et c'est parti sur le deuxième. Edward Charles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Edward Charles, je vous invite à aller voir la vidéo de Vincent l'historien, qu'il a fait sur Edward Charles, fin 2019. Parce que, je peux pas tout vous raconter parce que c'est juste beaucoup trop grand. Edward Charles, c'est pas le plus pas le plus grand et encore il est pas passé bien loin, mais c'est le meilleur mi-lourd de l'histoire. C'est le mec, il aurait battu tout le monde, véritablement tout le monde à toutes les époques. Tu le mets face à Jim Toney dans les années 20, tu le mets, face à Bob Foster dans les années 70, tu le mets face à Roy Jones dans les années 90-2000, tu le mets face à Beterbiev aujourd'hui, face à tous ses adversaires, il gagne 9 fois sur 10 et littéralement, j'en suis persuadé, le mec, il t'aurait battu tout le monde 9 fois sur 10 dans toutes les époques et ça, c'est seulement au niveau de ses capacités pugilistiques. C'est même pas sans parler de son palmarès. Parce que Charles, c'est les années fin des années 40, début des années 50, enfin plutôt non, plutôt années 40, années 40 au global plutôt, pardon. Et les années 40 et le début des années 50, c'est la meilleure génération de mi-lourds de l'histoire, tout simplement. Et Charles, bah, il te les a tous tapés. Il t'a battu, Joey Maxime, il t'a battu, alors ouais, ouais, Jimmy B. Vince, il t'a battu Lloyd Marshall, il t'a battu Archie Moore, il t'a battu tous ces mecs. Il a eu quelques défaites dans le tas, mais il les a tous battus et je crois qu'il les a même tous mis KO. Ouais, il t'a mis KO toute la meilleure génération de light heavyweight. Que dire de plus? Voilà, je pense que moi je peux pas rajouter grand chose et donc malgré le standing de Edward Charles, pour moi, eh ben, il y en a un de plus. Il y en a un qui est véritablement le GOAT, c'est lui. Le GOAT, c'est et ça restera pour l'éternité, Archie Moore. Archie Moore, que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Il y a tellement de choses à dire. Je peux pas tout vous raconter dans cette, vidéo. Parce que déjà ouais, là, on est déjà à presque 1 heure de de vidéo et j'ai des et voilà, j'ai quand même bâclé, si oui, bâclé beaucoup des noms, notamment sur les enfin, notamment sur Gin Tonney et Edward Charles et je vais devoir aussi bâcler, Archie Moore. Parce que sinon, j'en ai pour une vidéo de 5 heures rien que sur un seul de ces 3 noms-là. Voilà, voilà, je peux pas, tout vous raconter. Mais pourquoi Archie Moore est pour moi au-dessus de Edward Charles? C'est un minuscule détail qui est quelque part même pas sportif, c'est que Archie Moore a eu la ceinture contrairement à Charles, mais au-delà de ça, parce que il aurait eu la ceinture pendant un combat, il l'aurait perdu, après, je t'aurais mis Charles. Mais sauf que Archie Moore, quand il a la ceinture, il la défend pendant 10 ans. Il défend la ceinture des light heavyweight pendant 10 putains d'années.
et face au top de la catégorie. Et c'est ça qui est dingue en fait. Pendant 10 ans, il reste au top et pendant quasiment 10 ans, il ne perd pas dans la catégorie. Il aura des défaites, mais toutes c'est des à partir de 1951, sa dernière défaite en light heavyweight, je crois même de jusqu'à la fin de sa carrière, hein, je crois que sa dernière défaite en light heavyweight, c'est en 1951 et il quittera définitivement la catégorie en 1951, il a sa dernière défaite en light heavyweight, qui en plus est une défaite par majority decision et après ça, il te quitte la catégorie en 1962. 11 ans, pendant lesquels il enchaînera, je sais même pas combien de combats et il les gagnera tous. Bon, dans cette période-là, il aura des défaites, mais tout en heavyweight et aussi juste pour rajouter, hein, face au top de la caté. La plupart du temps, il perdra par KO et d'énormes KO, mais sauf qu'en light heavyweight, rien à foutre, je continue de battre les les GOAT, c'est ce qu'il fait. Enfin, pas les GOAT, mais les meilleurs de la catégorie à ce moment-là. Alors après, il est vrai que la génération des années 50, c'est vrai que ça elle a un tout petit peu diminué, mais mmh, c'est véridique. La catégorie des années 60, c'est pas les light heavyweight des années 60, enfin des années 50, mais ça reste quand même une grande période des light heavyweight et voilà, il a régné d'une telle enfin, il a régné sur cette période des light heavyweight comme Staline a régné sur l'URSS et je n'ai là encore, je n'exagère absolument pas et c'est cou voilà et pour ajouter quelques chiffres, enfin même pas quelques chiffres, mais il a le record, absolu de nombre de KO. Il a 131 KO à son actif, voilà et une bonne partie face au top niveau. Alors, dans les faits, il y a un autre boxeur dont je sais même plus le nom quoi. Il y a un autre boxeur qui a 138 KO, mais c'était de ce que j'ai pu voir, enfin, non, il me semble que c'était un second couteau grosso modo quoi. C'était pas un boxeur élite. Archie Moore, il a 131 KO, pas que face à des légendes, mais voilà quoi. Lui, il a boxé tout le top du top du top des light heavyweight et des heavyweight et ben, tout il a 131 KO, voilà et c'est pour toutes ces raisons que Archie Moore est et restera pour l'éternité le plus grand light heavyweight de tous les temps. Et c'est ainsi que je conclurai cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mon côté brouillon comme d'habitude ne vous aura pas trop dérangé. En t ben, voilà, moi ouais. Oui, je sais, j'ai promis énormément de vidéos, voilà, j'en ai prévu sur Sugar Ray Leonard, sur Emile Griffith, sur mon top 10 du cœur, et j'en ai plein d'autres en tête. Voilà, je garantis pas qu'elles vont arriver tout de suite, mais je garantis sur mon honneur, sur mon honneur, elles arriveront un jour ou l'autre. Ça, je peux vous le promettre. Mais en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut!